Qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie, c'est le développement harmonieux de la conscience. C'est amener l'être à se prendre en charge. C'est une méthode de plusieurs techniques de relaxation permettant d'apprendre à mieux gérer son stress afin d'éliminer toute forme d'angoisse, d'émotion et de se programmer dans le futur positivement. Alors, le développement harmonieux de la conscience, qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la conscience? Très bonne question. La conscience, elle est en nous-mêmes. On va dire que la conscience, c'est nous-mêmes. Très souvent, on entend dire, as-tu conscience de ce que tu fais? C'est-à-dire, es-tu capable de penser à ce que tu fais? Souvent, on réagit devant les événements sans vraiment penser à nos réactions. On réagit sur, on va dire que souvent sur un coup de tête, sans réfléchir. La sophrologie va nous permettre de réfléchir avant de réagir. Donc, c'est pour cela qu'on dit, c'est l'étude, elle va nous apprendre à nous connaître nous-mêmes, à connaître nos propres comportements nous-mêmes. La conscience définit les comportements de l'être. Marie, que réponds-tu aux personnes qui disent que la sophrologie n'est qu'une technique de relaxation? La sophrologie, je répondrai que la sophrologie n'est pas seulement une technique de relaxation, même si elle est une méthode composée de plusieurs techniques de relaxation, elle est avant tout une thérapie de gestion du stress. D'accord. C'est une thérapie qui va apprendre le pratiquant à se libérer de son stress afin de reprendre totalement confiance en lui et d'harmoniser physiquement et mentalement sa vie, de vivre mieux mentalement et physiquement. Alors, tu dis que cette thérapie va apprendre aux pratiquants, ce qui signifie que le pratiquant va être acteur de la démarche et qu'il va lui-même pratiquer la sophrologie sur lui-même. Tout à fait. Naturellement, il aura un premier contact, un premier ou un deuxième, parce qu'il y a quand même un apprentissage. Il y a des thèmes techniques à apprendre, il y a des pratiques à connaître. Hein. Mais le pratiquant, quel est le but de la sophrologie? Le sophrologue transmet au pratiquant un savoir et le pratiquant l'applique sur lui ce savoir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le pratiquant? Il viendra chez le sophrologue, il apprendra une technique, il rentrera chez lui, il va appliquer sa technique chez lui et cette technique sera pour lui un moyen de prévention et d'éducation dans ses comportements. Une philosophie de vie? Une philosophie de vie. C'est pour cela qu'on dit apprendre à vivre mieux mentalement et physiquement. D'accord. Ce n'est pas qu'une méthode destinée à résoudre les problèmes. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. La sophrologie étant une gestion, une meilleure, je dis bien une meilleure gestion. Je dis pas éliminer le stress parce que du stress on en a en permanence, mais apprendre à gérer le stress pour prévenir les conséquences négatives du stress. C'est pour cela que l'on dit que nous sommes des sophrologues de la prévention que nous faisons sur nous-mêmes et de l'éducation que nous nous faisons. D'accord. Cette sophrologie, tout le monde peut l'apprendre? Il n'y a pas du tout, la sophrologie est simple, facile et surtout applicable par tous et à tous. Il n'y a pas de prérequis pour la sophrologie.
Il n'y a pas de niveau avant pour la sophrologie. Ce qu'on demande simplement, naturellement, comme on est en France, on demande aux pratiquants de la sophrologie qui viennent chez un sophrologue de bien comprendre ce qu'il apprend. D'accord? Donc, on dira de bien parler français. En Angleterre, de bien parler anglais, etc. D'accord? Parce que le pratiquant de la sophrologie doit comprendre ce qu'il apprend. Alors, tu mets l'accent sur l'efficacité de la sophrologie dans le cadre de la gestion du stress. Oui. Est-ce le seul domaine, la seule problématique vis-à-vis de laquelle la sophrologie est efficace? Parce que, Constant, on le sait que le stress, il est reconnu, tant médicalement que socialement, que le stress occupe une place importante dans la vie courante. Donc, si tu sais comment gérer ton stress et le prévenir, la vie est facile à vivre. Donc, on dit d'abord, c'est pour ça qu'on dit d'abord, qu'elle est une grande aide à la gestion du stress. Parce que le stress t'amène des maladies, ce qu'on appelle les maladies. Voilà. D'accord. Donc, on va travailler sur cette cause-là. Voilà. D'accord. Dans cette formation que nous proposons en présentiel dans nos locaux à Saint-Jean notamment, se déroule sur 5 jours. Oui. Elle peut également être suivie en ligne, en e-learning, et c'est aussi pourquoi nous enregistrons cette semaine cet enseignement ensemble. C'est une formation en sophrologie tout court. Formation en sophrologie tout court. Formation de praticien en sophrologie. Alors, quelle différence entre notre programme, c'est-à-dire le contenu de notre formation, et le programme d'un praticien en sophrologie caïcédienne, puisqu'on rencontre les deux? Donc, il faut qu'on sache, qu'on explique d'abord, le mot caïcédien, c'est uniquement un terme protégé par le fondateur de la sophrologie. Alfonso Caicedo. Exactement comme Freud a protégé la psychologie. On dit psychologie freudienne. Avant que Freud protège la psychologie, il y a eu des dérives. Donc, il a protégé, c'est devenu psychologie freudienne. La sophrologie caïcédienne n'a aucune différence dans son enseignement, je dis bien, dans son enseignement avec la pratique de la formation. Oui, parce que c'est quand même toujours le même fondateur. D'accord. Les origines sont les mêmes. Les origines sont les mêmes. Alors, j'ai lu quelque part où j'ai entendu dire que les termes, le vocabulaire utilisé par Caicedo était très compliqué et que les choses s'étaient beaucoup simplifiées du côté des formations comme la nôtre. Alors, je vais dire à cela, déjà pendant plusieurs de nos formations, j'ai eu des stagiaires venant des formations de praticiens dans les écoles caïcédiennes qui me disaient, mais Maryse, on ne comprend absolument rien. Parce que c'est vrai, je suis passée par là, on entend des termes très scientifiques. Des termes que le plus souvent, on ne comprend pas la définition. Or, il faut savoir que le fondateur de la sophrologie dit lui-même, la sophrologie est simple, efficace, facile à comprendre par tous et applicable à tous. Donc, si on emploie des termes scientifiques qui ne sont pas du tout compréhensifs, comment le futur praticien de sophrologie, qui n'est pas un grand intellectuel, comment peut-il comprendre ces termes scientifiques? Non. Et comment pourra-t-il reproduire plus tard dans son cabinet ou ailleurs sa sophrologie dans toute sa simplicité?
Donc, c'est pour cela que les nouvelles formations, dont la nôtre, qui est une formation intensive, qui est exactement la même, aussi riche, mais je dirais encore plus riche, parce que nous avons fait quoi dans cette formation? Nous avons condensé et pris uniquement tout ce que le praticien a besoin pour travailler. L'essentiel. Voilà, l'essentiel dont il s'en servira pour travailler dans son cabinet. Ça, c'est important. C'est en cela une formation vraiment pratique, pragmatique, qui est orientée vers l'efficacité. C'est le b.a.-ba de la sophologie, ok, qui va permettre à son pratiquant de comprendre une méthode à sa portée. Donc, nous allons devenir, au terme de cette semaine de formation, des praticiens en sophologie. Praticiens en sophologie, avec une formation de qualité, riche en théorie, c'est-à-dire termes scientifiques, qu'est-ce que la sophologie, ce que le praticien doit savoir pour répondre aux questions de ses consultants, et riche en pratique, ce qui permettra au praticien de donner tous les éléments pour la détente mentale et physique de son consultant. Alors, que va-t-on apprendre durant cette formation? Tout ce qui est simple. Qu'est-ce que la sophologie? Qu'est-ce que la sophologie? On va apprendre les différentes respirations. Naturellement, on commencera par qu'est-ce que la sophologie, expliquer quand même qui c'est qui a créé la sophologie, d'où ça vient. De quoi se sert-on en sophrologie? On sait qu'en sophrologie, on se sert de respiration. Donc, il faut pouvoir apprendre aux personnes à bien respirer. Il faut pouvoir apprendre aux personnes les éléments qui sont travaillés, utilisés par la sophrologie dans, voilà, etc. Et puis, la façon, les champs d'application, que ce soit milieu médical ou au milieu social, les champs d'application de la sophrologie et comment appliquer la sophrologie. D'accord. Alors, cette formation permet-elle de pratiquer professionnellement comme sophrologue en cabinet? Pas uniquement en cabinet. Cette formation est vaste. Elle est large. On devient, à l'issue de cette formation, un praticien en sophrologie. Et ça va nous permettre, un praticien, je tiens à le dire, de la prévention et de l'éducation. C'est quelqu'un qui pratique. Voilà. Alors, pourquoi dit-on de la prévention et de l'éducation? Il y a deux types de sophrologues. Les sophrologues cliniciens et les sophrologues prévention, éducation, orientation sociale. Il faut savoir que cette formation de praticien que nous faisons permettra à nos praticiens d'exercer dans n'importe quel lieu, que ce soit en cabinet, avec les associations, dans le milieu sportif, dans le milieu professionnel, dans le milieu médical, tandis que le sophrologue clinicien, lui, pratique dans sa spécialité à lui. D'accord. Alors, la sophrologie, étant hypnothérapeute moi-même, j'ai appris que l'hypnose est un état modifié de conscience. On va amener les personnes dans cet état modifié de conscience en utilisant des techniques d'induction hypnotique. La sophrologie, nous avons dit que c'était la science de la conscience qui permet le développement harmonieux de cette conscience. La sophrologie, est-ce que c'est aussi un état? Est-ce qu'on va entrer dans un état de sophro quelque chose? On va entrer dans un état de sophronisation, mais tout en gardant la conscience claire. C'est-à-dire, en sophrologie, on est acteur de ses comportements. Donc, ce n'est pas un état d'inconscience. Non, on n'est jamais en état d'inconscience parce que on est dans l'état où on dit presque qu'au bord du sommeil. C'est-à-dire dans un état de détente totale
mais on a une conscience claire pour agir en fonction de ce que dira le sophrologue. On garde son libre arbitre. En sophrologie, il n'y a pas d'obligation. Celui qui vient pratiquer de la sophrologie est totalement conscient de ce qu'il vient faire. Il n'y a aucune obligation. Celui qui ne veut pas pratiquer de la sophrologie, le sophrologue ne sera pas là pour lui imposer, parce qu'il faut qu'il y ait quand même entre les deux un partenariat. Donc la personne, le sujet sophronisé, oui, n'est pas sous l'emprise du sophrologue. Non, pas du tout. Pas du tout ça. Il garde son libre arbitre, il peut accepter, refuser certaines propositions, certaines suggestions. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est un état qui est proche de l'état modifié de conscience en hypnose? Bon. Constant, je vais répondre d'après ce que je sais. Actuellement, sur l'hypnose, je dirais, bon, oui, parce que je pense qu'en hypnose, maintenant, le sujet est totalement, même s'il est en état de conscience modifié, mais doit être aussi totalement conscient de tout ce qu'il fait. Ce sont des choses qui ont nettement évolué par rapport à l'hypnose qu'on connaissait avant. D'ailleurs, il paraîtrait que la sophrologie découle en partie de l'hypnose. C'est cela, quand le professeur Caicedo a créé la sophrologie, il est parti de l'hypnose. Sauf que, bon, ça fait quand même plus de 60 ans, on dira. Sauf qu'à cette période, l'hypnose était cette technique où la personne était endormie totalement, n'avait aucune conscience. Mais c'était beaucoup plus dirigiste. Voilà. Caicedo ne voulait pas en rester là. Il voulait que la personne soit acteur de ses comportements, soit totalement conscient de ce qu'il allait faire. Donc, il a changé une partie de l'hypnose en développement de la sophrologie. Donc, toute la séance de sophronisation se déroule avec la participation active. La participation active, même si la personne est en état sophroliminal, ce qu'on appelle état sophroliminal, état presque au bord du sommeil, mais elle est totalement consciente de tout ce qu'elle fait. La personne peut pratiquer la sophrologie d'elle-même, chez elle, se mettre dans cet état toute seule. C'est le but de la sophrologie. C'est ce que nous appelons en sophrologie prévention et éducation. Et c'est l'entraînement viventiel. Nous apprenons, nous donnons aux praticiens une technique qu'il répète chez lui de façon, lui, à changer ses comportements, à se gérer lui-même, à apprendre à prévenir et gérer lui-même ses comportements négatifs. Le sophrologue n'est pas toujours chez le patient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de viventiel? Le viventiel, c'est répéter chez soi exactement la technique telle que tu l'as appris. D'accord. C'est le principe de la répétition. La répétition, c'est ce qu'on appelle la loi de la répétition viventielle. Qui permet d'intégrer. Oui, c'est pour ça qu'en sophrologie, nous disons que la sophrologie est un enseignement. À l'école, on te donne des leçons que l'enseignant t'a expliqué, que tu apprends chez toi. Donc, si j'ai bien compris, la sophrologie est une thérapie, pas uniquement une méthode de relaxation, et qui va permettre aux clients qui viennent nous consulter, puisqu'ils garderont le terme patient pour le corps médical, qui va permettre aux clients qui viennent nous consulter de devenir beaucoup plus autonomes. Totalement. Et c'est ça qui est important. Devenir beaucoup plus autonome, responsable, surtout, et acteur de son bien-être. Totalement. Acteur de son bien-être. D'accord. Donc, est-ce que la profondeur, je dirais, de cet état de sophronisation est variable en fonction des personnes?
Est-ce que la profondeur de l'état peut varier? Alors, nous allons dire que sophronisé qui ne sait pas relaxer, c'est-à-dire qui n'a pas atteint le niveau sophroniminal, qu'appelle-t-on atteindre le niveau sophroniminal? C'est l'état total de relaxation. Le sophronisé qui n'a pas atteint cet état, c'est que c'est une personne très anxieuse. Résistant? Pas résistante, mais une personne de la conscience, pour revenir à la conscience, était divaguait ailleurs et n'était pas présent dans ce qu'elle faisait. Donc, si j'ai bien compris, l'un des éléments qui influence l'atteinte de cet état est le fait de recentrer sa conscience le plus possible. C'est le rôle du sophrologue à bien mettre le sophronisé, le pratiquant, pardon, en état de sophronisation, d'être bien explicite dans ce qu'il fait avec son client, de façon qu'il soit tout à fait à l'écoute. Un client qui sait ce qu'on va faire avec lui. Il sait déjà pourquoi il va consulter un sophrologue. Alors voilà, justement, on y vient. Aujourd'hui, pourquoi consulte-t-on un sophrologue? Alors, je pense à une réponse bien simple que j'explique souvent aux futurs praticiens de sophrologie. On ne va pas chez un sophrologue comme si on va faire du yoga ou on va faire de la gymnastique. On va chez un sophrologue où, on va dire, dans 50% des cas, c'est le médecin qui envoie, parce qu'il faut savoir que le médecin donne des médicaments et le sophrologue donne la technique pour soulager. Donc, le médecin travaille sur des conséquences, sur la problématique, mais nous on va travailler sur les causes. Le médecin travaille sur l'urgence. Oui. Par exemple, prenons le cas d'une personne qui est très mal. Il va voir le médecin va, si c'est urgent, lui donner des antidépresseurs. Mais ce médecin lui dira, c'est provisoire, allez consulter un sophrologue qui va vous aider sur la gestion en profondeur de votre stress sur un travail qui sera un peu plus long. Alors, rappelons, c'est important que le sophrologue ne demandera jamais à une personne d'arrêter son traitement médical. Le sophrologue travaille si le patient envoyé par, je dis bien là, le patient, parce qu'il est envoyé par le médecin, le patient envoyé par le médecin, très souvent, le sophrologue reste en contact avec le médecin. OK? Parce que la personne vous dira, mon médecin m'a dit d'aller vous voir pour faire de la sophrologie parce que je suis comme ça, comme ça. Le sophrologue vient en complémentarité tout à fait du corps médical, mais ne s'y substitue en pas de substitution au corps médical. Hein. Donc, nous allons dire, Constant, que dans toute la liste des sophrologues que nous avons, on a au moins 50% des sophrologues qui sont des médecins. Donc, ce qui prouve que le médecin fait de la sophrologie une aide déjà à leur traitement médical. Alors, admettons, je suis sophrologue, je me suis fait connaître auprès de médecins, j'ai la chance que certains d'entre eux m'envoient de la clientèle. Cette clientèle présente quelle problématique? La gestion du stress. Cette clientèle, oui, la clientèle. Qu'est-ce que la gestion du stress? Alors, quand je dis la gestion du stress, cette clientèle, ce patient pourrait être un patient qui a une maladie psychosomatique. Prenons le cas d'une maladie psychosomatique, migraine, boulot d'estomac, etc. Donc, rappelons une maladie psychosomatique. C'est tous
que le médecin, je dis bien, que le médecin pense qui vient du mental. D'accord. D'accord? D'ailleurs, on dit... traduit par le corps. Par le corps. Un refus du mental, du physique, je dis bien, du physique, c'est-à-dire du corps, à prendre le dessus. Hein? Prenons le cas d'un migraineux qui est suivi par son médecin, qui lui donne tout ce qu'il y a. Le médecin lui dira, prenez vos médicaments, mais allez chez le sophrologue pour apprendre à vous détendre, à vous relaxer, pour éliminer tout le trop-plein négatif qui est en vous. Donc, ça qui revient à dire que la sophrologie et la médecine travaillent en partenariat. Combien de temps dure en moyenne une thérapie par la sophrologie? Combien de séances? Et quelle est la durée également de chacune d'entre elles? Je vais être très clair. En tant que sophrologue exerçant depuis une vingtaine d'années, il ne faut pas se voiler la face. Évitons de raconter n'importe quoi aux pratiquants de la sophrologie en disant vous irez mieux après 2 ou 3 séances. Non. Une bonne thérapie de sophrologie réclame un certain nombre de séances, c'est-à-dire on dira au moins 10 séances de sophrologie. Au moins 10 séances. Quelle que soit la problématique? De la problématique de la gestion, on revient toujours de la gestion du stress. Car Constant, le stress, c'est vraiment la maladie. On dit que le stress, c'est la maladie mondiale. Le stress est partout. Le stress, c'est notre peau. Le stress, c'est notre souffle de vie. D'accord? Donc, une personne venant vous voir, il faut être prudent sur ce qu'on fait. Ne pas raconter de mensonges aux pratiquants, aux futurs patients, surtout s'il est envoyé par un médecin. Ne pas lui dire au bout de 2 séances ou 3 séances, vous irez mieux. Pas de promesse. Il y a obligatoirement une thérapie, parce que c'est une thérapie qui dure au moins 3 mois. Qui dure au moins 3 mois et naturellement. À quelle fréquence entre les séances? Ça peut être 1 fois par semaine pour les 4 premières séances et après tous les 15 jours pour le reste, ou ça peut être carrément tous les 15 jours. Au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Chaque séance dure combien de temps? Entre l'arrivée de la personne et son départ du cabinet? 1 heure. 1 heure. Il faut pas non plus être trop à cheval sur les horaires. Ça dépend. Une séance de sophrologie dure 1 heure. Mais ce jour-là, le pratiquant, le client peut arriver dans un état mental un peu négatif. Donc ça va durer un peu plus longtemps parce qu'on doit l'écouter d'abord. Le résultat d'une bonne séance de sophrologie, c'est d'abord l'écoute. Alors justement, c'est très intéressant parce que j'ai une question. On ne fait pas que sophroniser durant ces séances. Il y a aussi ce travail conversationnel, cet état des lieux, peut-être cette anamnèse, comme on l'appelle. L'anamnèse. En thérapie. Hein? Est-ce qu'il y a une anamnèse? Est-ce qu'il y a un état des lieux, un questionnaire? Tout à fait. Tout à fait. Ça s'arrête à la première consultation. On appelle ça l'histoire personnelle du patient. Même si on sait l'histoire personnelle du patient. Anamnèse ou histoire personnelle du patient. Même quand on dit à une personne, on va faire une anamnèse, il faut lui expliquer ce que ça veut dire l'anamnèse. Parce qu'on a le client de tous les jours devant soi. Je vais expliquer pourquoi elle est nécessaire. Voilà. OK? Donc, dans cette histoire personnelle, dans cette anamnèse, on apprend à connaître le patient depuis qui il est, comment il vit, pourquoi il est venu vous voir. Son histoire de vie aussi. Son histoire de vie, c'est très important. Ensuite, nous faisons, avec le patient, nous lui proposons
suivant sa demande, une thérapie en sophrologie. Est-ce qu'il y a des séances à faire entre des exercices à faire entre les séances? À la maison, oui. Nous commençons toujours nos séances de sophrologie par ce qui est très, très, très important, c'est la respiration. Ne commencez jamais une séance de sophrologie avec votre patient s'il n'a pas appris à respirer. La respiration, ce qu'on appelle la respiration profonde, la respiration de détente et de bien-être, et on dit la respiration de relaxation. Ça, le patient doit le savoir par cœur. Essaye de le répéter chez lui, donc il n'a pas obligatoirement besoin du sophrologue après pour apprendre à respirer. En quoi cette respiration, qui est donc différente de celle que nous avons dans la vie de tous les jours, est importante? Qu'est-ce qui change lorsque l'on respire différemment? La respiration de tous les jours est une respiration pour vivre. On ne respire pas bien. On souffle. D'accord? On ne s'écoute pas respirer. Donc on n'est pas dans cette conscience. Non. La respiration de détente et de relaxation va permettre à votre corps d'avoir une autre réaction que ce qu'elle a tous les jours. Je prends le cas quand on est mal. On fait simplement ce geste en disant « Aïe ». C'est un souffle, c'est un son qui est sorti au plus profond de soi, un son de désarroi. La respiration va vous permettre, pardon? On expire, c'est synonyme voilà. de mort, expirer. Et nous dirons en sophrologie, tu expires quoi? On ne sait pas ce qu'on expire. Tandis que quand on est dans un état de mal-être, on va visualiser, on va se concentrer sur cet état qui fait que tu es mal. On va inspirer profondément par les narines, se concentrer à nouveau sur cet état et doucement souffler pour faire en sorte que le corps vit lentement cette détente qu'on installe en lui. Et on va alors petit à petit atteindre cet état de sophronisation. Cet état de sophronie-minale. D'ailleurs, toutes les personnes qui pratiquent de la sophrologie le disent après. Je prends les choses moins à cœur. Mes réactions sont des réactions plus calmes, plus détendues. Je crie moins, je m'énerve moins, etc. Tu parlais à l'instant de visualisation. On va utiliser la visualisation mentale en sophrologie? Totalement. La visualisation. C'est quoi la visualisation? Naturellement, elle ne se fait pas avec les yeux ouverts. On va fermer les yeux et amener dans son mental, je dis bien, dans son mental, dans sa conscience, la chose, la raison pour laquelle on voudrait pratiquer de la sophrologie. Donc, la représentation mentale de ce qui ne va pas. De ce qui ne va pas. Uniquement de ce qui ne va pas ou aussi ce que l'on veut? L'objectif. Il faut d'abord déplacer le négatif. D'accord. Pour après intégrer le positif. Parce que le négatif nous appartient. Donc, on va le visualiser, l'évacuer, et ensuite le transformer en positif. D'accord. On travaille d'abord sur le négatif. Le négatif. Bon. Est-ce que une séance de sophrologie se fait toujours les yeux fermés? Ou peut-elle se faire également les yeux ouverts? Non. On commence par les yeux ouverts de façon à s'installer confortablement dans un lieu agréable aussi. Parce qu'on va pas s'installer, par exemple, dans un lieu noir où il pleut, où c'est mauvais, etc. Mentalement, il faut que ça soit un lieu, comme je dis souvent, un lieu paradisiaque, un lieu magique. On doit choisir l'endroit où se fera la séance. Mentalement, même si on est dans une pièce fermée, mais on va amener sa conscience, son esprit à voyager mentalement dans un lieu agréable. D'accord. Uniquement après cela, quand on a trouvé ce lieu, on va fermer les yeux
d'accord, pour continuer à se vivre dans ce lieu et commencer à pratiquer la sophrologie. Alors, j'ai bien compris que la sophrologie était une thérapie de gestion du stress. Oui. Un stress qui est la cause de... Qui est la cause, de problèmes. On va dire qu'il y a les dernières statistiques disaient que plus de 90% de la population française est stressée. C'est pour ça que nous sommes les premiers consommateurs des antidépresseurs. D'accord. Alors, Maryse, tu as enregistré des séances audio qui sont d'ailleurs disponibles sur notre site. Sophrologie pour arrêter de fumer, sophrologie pour les troubles du sommeil, sophrologie pour le poids. Donc, si j'ai bien compris, la sophrologie est également efficace dans ces problématiques-là. Totalement. Mais comme je vais rappeler, que je rappelle aux praticiens, ne racontez pas n'importe quoi à vos patients. On peut maigrir avec la sophrologie, on peut arrêter de fumer avec la sophrologie. Oui, parce que la sophrologie est une prise en charge de soi et de tes désirs à toi. D'accord? Donc, quelle que soit la raison pour laquelle on vient en sophrologie, il y a un cheminement à suivre obligatoirement. La personne qui vient pour arrêter de fumer en sophrologie, je ne vais pas le premier jour lui donner la technique pour arrêter de fumer. D'accord? Elle va commencer par tout, comme dans tout programme de sophrologie, apprendre à bien respirer. Voilà. Et suivre le cheminement dans des techniques, sophonisation de base, déplacement du négatif, etc. Elle va apprendre aussi au fur et à mesure à se créer, parce que son projet, c'est d'arrêter de fumer, mais après ce projet, qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Un travail plus global sur soi. Voilà. J'arrête, mais je remplace par quoi? L'arrêter de fumer, je remplace par une chose qui est de me faire du bien à moi, bien à mon être, vivre mieux dans mon être. Donc, aussi pareil, que ce soit la perte de poids, que ce soit le tabac, que ce soit le sommeil, il y a obligatoirement un programme de thérapie à respecter. Et il y a ces bourses-là dans les centres, par exemple, d'insomnie pour le sommeil. Il y a beaucoup de sophrologie. Pourquoi? C'est de plus en plus les thérapies commencent par ça. Nous allons voir aussi que dans les maisons de cure, la sophrologie, c'est une méthode qui est très, très appliquée. Parce qu'une sophrologie bien faite, un programme bien suivi, donne d'excellents résultats. Y a-t-il des cas, des personnes chez qui la sophrologie ne marche pas? Oui. C'est ce qu'on appelle les contre-indications. Ah, quelles sont-elles? Je pense que c'est pareil aussi, par exemple en hypnothérapie, en sophrologie, pas de sophrologie aux schizophrènes. Pourquoi? Parce que le schizophrène est totalement inconscient de tout ce qu'il fait. Il peut être conscient aujourd'hui et ne peut être conscient demain. Pas de sophrologie aux psychopathes, aux paranoïaques. D'où l'importance de l'anamnèse. Dans l'anamnèse, il y a une question, objet de la demande. Médecin traitant, au pluriel. Si vous recevez un patient qui vous dira je viens pour gérer le stress, médecin traitant, un psychiatre, traitement en cours, vous voyez ce qu'il a comme traitement. Le premier rôle du sophrologue, c'est de rentrer en contact avec le médecin traitant. Et alors, le sophrologue peut aussi ne pas avoir la capacité d'accompagner la personne. Il doit, j'imagine, être capable de le reconnaître.
de reconnaître son incapacité. Constant, quand on fait la formation de praticien, vous avez les champs d'application de la sophrologie. La sophrologie est applicable dans tous les domaines, médical, social, professionnel, sportif, enseignant. D'accord? Dans très peu de domaines, on n'applique pas la sophrologie. Il y a vraiment très peu de domaines. Le sophologue, le praticien à la liste. C'est cette chance que nous avons, nous, dans nos formations, de pouvoir tout donner aux praticiens. Nous allons l'avoir, cette liste. Et nous allons l'avoir, de pouvoir tout donner aux praticiens. D'accord? On ne dira pas aux praticiens, il y a des domaines où la sophrologie ne s'applique pas. Allez chercher, regardez sur Internet, vous trouverez ces domaines. Non. La sophrologie peut-elle être dangereuse? Pas du tout. Aucun danger sauf si on pratique la sophrologie, je le répète, dans les domaines interdits. Exemple, quel est le rôle de la sophrologie? Constant. C'est d'amener son pratiquant à reprendre totalement confiance en lui. D'accord? C'est le premier but de la sophrologie, reprendre totalement confiance en lui en éliminant toute forme de stress. Alors, c'est quoi reprendre confiance en lui? Prenons le cas, je suis dans mon cabinet, je reçois une personne, je n'ai pas fait d'anamnèse. Et c'est un psychopathe. Un psychopathe, et ce sont des choses qui arrivent. D'accord? Comment reconnaît-on un psychopathe? Le psychopathe commencera toujours, moi j'ai fait, moi je dis, moi je constate, moi j'ordonne, moi chez moi ça se passe comme ça. Il parle toujours, il met son moi en avant. Imaginons ce client qui vient vous voir et qui dit souvent, parce qu'il emploie souvent le mot, moi je domine. Partout où je suis, je domine. Même chez moi, je domine. On va extrapoler un petit peu. Qui a l'habitude de dominer vraiment chez lui, aller même au-delà. J'avais reçu un patient qui dit, moi, ma femme, elle marche comme ça, elle se tait et tout. Et vous lui faites de la sophrologie pour lui apprendre à reprendre totalement confiance en lui et mettre en pratique tous ses objectifs. Eh bien, il va renforcer en lui la confiance de continuer à dominer, etc. Donc, là, tu l'apprends en formation de praticien. Un psychopathe, pas de sophrologie psychopathe. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Ça peut être, tu vas finalement l'aider entre guillemets à passer à l'acte. Voilà. Donc, tu as obligatoirement un sophrologue qui ne fait pas d'anamnèse, permets-moi de te le dire, n'est pas un bon sophrologue. Peut-on pratiquer la sophrologie sur les enfants? La sophrologie se pratique à la maternité par des petits gestes que nous avons. En préparation à l'accouchement. En préparation à l'accouchement. C'est efficace, ça? Très efficace. On en parlait encore hier. Prenons le cas d'une personne qui a une mauvaise grossesse, dont le bébé, comme on dit entre les guillemets, est un bébé paresseux qui ne bouge pas. On va amener par nos techniques d'apaisement, de relaxation en sophrologie, d'amener ce bébé à redevenir un bébé dynamique pour empêcher à la mère d'être tout le temps soucieuse. Donc ça, c'est la préparation à l'accouchement. On va aussi calmer les angoisses de la maman de plus en plus. En sophrologie, on prépare à l'accouchement, on prépare en sophrologie maintenant. Donc très efficace dans ce cadre-là. Et sur les enfants? Sur les enfants, j'ai eu à mon cabinet mon plus jeune patient qui avait 3 ans, et on ira sur les adultes
Mon plus âgé, 92 ans. Donc, la sophrologie n'a pas de limite d'âge. Est-ce que l'approche sera, j'imagine, différente avec les enfants? Non, l'approche est totalement différente parce que avec un adulte, on va rester 3/4, 1 heure en sophrologie. Avec un enfant, on restera 20 minutes maximum. Ce sera plutôt relaxation, sophrologie avec l'enfant. Ce sera des techniques de respiration, l'apprendre à bien respirer, l'apprendre à jouer avec son corps, avec sa respiration, pour l'aider à se porter mieux. Parce qu'attention, le stress ne touche pas uniquement les adultes. Le stress touche énormément les enfants. On est un sophrologue de la prévention de l'éducation. Donc, on doit être capable. Vous n'allez pas dire aux médecins, parce que maintenant, nous recevons de plus en plus, et il faut qu'on sache aussi que la sophrologie est en train de s'ouvrir dans les écoles. D'accord? Le psychologue de l'école en voit beaucoup chez le sophrologue. Et maintenant, la sophrologie, avec ce nouveau système de temps de plus le mercredi, on a intégré la sophrologie au niveau dans l'école. Nous allons, avec la sophrologie, aider à prévenir. Prévenir. C'est mieux vaut prévoir que guérir, donc aider à prévenir. Et éduquer. Éduquer. Et on dit pas guérir. Éduquer. Éduquer. C'est-à-dire qu'appelle-t-on éduquer? Transmettre. Qu'appelle-t-on éduquer? Par exemple, parce que on sent arriver le stress par certains signes. On peut savoir si on est stressé ou pas. Quand on sent ces signes arriver, on va faire quoi? Prévenir, éduquer en faisant de la respiration. Donc on va rectifier l'état mental par des techniques de cercle. Donc ça peut être une certaine philosophie de vie. Une philosophie de vie. Merci Maryse. Merci.